Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Aujourd'hui, je vais revenir sur la vidéo de Nance, alias Dock'n'Roll, sur Raoult, sa dernière vidéo, sur Raoult, où il parle en gros de l'éthique de Raoult et du fait que Raoult ait utilisé le même numéro de licence pour un certain nombre d'expérimentations sur humains, un certain nombre d'essais cliniques, alors que normalement c'est un numéro de licence par essai clinique. Ce qui va m'intéresser, c'est pas tant ça, c'est le début de la vidéo sur les points SIGAP. Il explique ce qu'est un point SIGAP et il nous explique surtout quelque chose qui est très intéressant, qui est de dire que pour qu'un médecin, pour qu'un docteur puisse faire de la recherche ou puisse avoir la possibilité de faire passer des thèses, d'ouvrir un labo, etc., il faut qu'il ait au minimum 400 points SIGAP. Alors, je dois faire l'aveu que je ne connaissais pas le point SIGAP, le terme, ni exactement ce que c'était, avant la pandémie. C'est-à-dire, c'est parce qu'on en a parlé, et je crois que c'est l'Express, la première fois que j'avais vu parler de ça, que j'ai appris ce que c'était. J'ai fait mes études en France, mais excepté une année où j'ai travaillé à Pierre Fabre, moi j'ai fait toute ma carrière à l'étranger, en Italie et en Suisse, enfin toute ma carrière, ce début de carrière on va dire. Ça fait 10 ans que je travaille à l'étranger. Et donc je ne connais pas bien le système français, en tout cas le système de la recherche publique française, je me renseigne dessus, etc. Et les points SIGAP, voilà, je ne savais pas ce que c'était avant le début de la pandémie. Donc c'est quelque chose qui est, comme je pense pour beaucoup d'entre vous, nouveau pour moi. Et si vous voulez, ça m'interroge. Et je trouve la vidéo de Nance extrêmement informative là-dessus. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez déjà fait, mais je pense que ceux qui me regardent l'ont déjà fait. Et je trouve qu'elle interroge sur un point, en tout cas ces points SIGAP interrogent sur un point. C'est celui de comment on doit publier un article. La question est très intéressante et la question est très importante parce que c'est une question que tous les chercheurs se posent. La question est celle-ci. Est-ce qu'il vaut mieux publier de petites histoires, mais fréquemment, ou de grandes histoires, c'est-à-dire de belles recherches, on va dire, mais moins souvent dans les plus grands journaux? Je n'ai pas la réponse à la question. Il faut savoir que les chercheurs sont évalués sur quelque chose qui s'appelle le H-index, et que le H-index augmente en fonction de vos citations, place dans l'article, etc. Et aussi qualité du journal. Alors, si vous faites 10 articles dans un petit journal, est-ce que ça vaut autant qu'un seul article dans un grand journal? Je ne le sais pas, j'en ai aucune idée vraiment, je ne sais pas. Mais c'est la question que les chercheurs se posent. Alors, moi, ce que je vais vous raconter ici, c'est les problèmes que peuvent poser les points SIGAP, en tout cas un qu'on voit, qui se passe à l'autre bout de la planète, en Chine. Et le second, c'est ce qui est beau aussi dans la recherche scientifique. Ce qui est beau dans la recherche scientifique sont de belles histoires. Quand vous écrivez un article, très clairement, vous écrivez une histoire. C'est-à-dire que vous dites, voilà les observations qui ont été faites par Monsieur X, voilà les hypothèses que l'on a, nous on a tel modèle, on a regardé nos hypothèses dans tel modèle, voilà les résultats que l'on a. Et si on extrapole un petit peu, voilà, par exemple, si vous travaillez sur un animal, chez l'humain, ce que ça peut faire. C'est une belle histoire. Si vous vous arrêtez en cours de route, c'est-à-dire que si vous ne regardez pas exactement votre hypothèse, ou si vous ne regardez qu'une partie de votre hypothèse, vous allez faire un plus petit papier, votre histoire est coupée en deux, et c'est comme un film qui s'arrêterait au beau milieu, et où vous dites, mais c'est quoi la suite? Et on voit de plus en plus de papiers comme ça, à dire vrai, où vous dites, mais c'est quoi la suite? Et vous avez des auteurs qui vont publier sur 2 ou 3 ans, 2 ou 3 papiers sur la même histoire, en fait, mais qui aura été découpée 2 ou 3 fois, en se disant, si je publie dans un plus petit journal, eh bien déjà le reviewing sera plus rapide, ce qui est vrai, plus le journal est petit, plus le reviewing est rapide, parce que comme on sait que l'impact factor est assez faible, on passe moins de temps à reviewer, et puis les journaux demandent à moins de reviewers aussi. Un journal comme Nature, vous pouvez avoir un nombre de reviewers important. Nous, quand on avait envoyé, par exemple, le papier Nature l'an dernier, on a eu jusqu'à 5 reviewers. Normalement, dans les journaux, vous en avez 2 ou 3. Nature, on a cherché 5. Donc on voit qu'il peut y avoir une facilité de publier dans les plus petits journaux. Et donc découper l'histoire permet d'avoir 3 papiers au lieu d'un seul. Mais ça me pose problème, moi, là-dessus, sur les interprétations qu'on peut avoir des résultats. Quand vous reviewez ce genre de papier ou que vous lisez ce genre de papier, vous vous apercevez que dans les conclusions, ça fait un peu science-fiction, c'est-à-dire qu'ils ont quelques résultats et puis là, ils vont conclure sur des trucs qui ont un rapport très lointain avec leurs conclusions, avec leurs résultats. Mais ils ont un rapport très lointain parce qu'eux sont déjà un peu plus avancés de la recherche et donc savent qu'ils vont sortir notre papier, et surtout parce qu'il y a un autre papier avant qui a rajouté les éléments, etc. Et donc l'histoire est tellement découpée qu'en fait moi j'ai beaucoup de mal à lire les discussions et les conclusions de ces papiers-là parce que pour moi il y a une partie science-fiction où
où vous avez l'impression qu'ils extrapolent énormément, mais en réalité, il faut que vous ayez toute la dernière biblio de ces gens-là pour comprendre un peu où c'est qu'ils veulent en venir. C'est-à-dire qu'au lieu de lire en papier, et vous, quand vous voulez essayer de comprendre le phénomène de refaire des manips, vous allez vous baser sur plusieurs équipes et vous aimeriez que tout d'une même équipe soit au maximum là-dedans. Et donc, vous devez lire 4, 5, 6 papiers parce qu'en réalité, l'histoire a été découpée en plusieurs fois. Je n'aime pas trop ce genre de procédé. Maintenant, je comprends pourquoi les scientifiques le font. Et quand on comprend ce qu'est le point SIGAP, en fait, on se dit ça pousse à faire ça. Malgré, Nance l'explique bien, les quartiles de publication, ça peut pousser à faire ça, surtout lorsque vous avez des crédits en fonction de la publication, les crédits mairie, comme il nous dit. On va pousser à découper ces histoires, on va pousser à publier dans des plus petits journaux. En tout cas, c'est ce que je comprends des points SIGAP. Et vous me direz, si vous êtes médecin-chercheur, si j'ai juste ou pas, ou si vous publiez dans des gros journaux, voilà. Le second point, c'est que ça peut amener, et c'est ce qu'on voit en Chine, le fait de demander à des médecins pour faire de la recherche, alors qu'ils ont un PhD, d'avoir des publications et un nombre minimal de publications ici de points SIGAP, ça peut amener à du paper mill. Et ça amène en Chine à du paper mill, parce qu'il y a un système à peu près équivalent en Chine, où quand vous êtes médecin, pour pouvoir faire de la recherche, diriger les recherches, etc., vous devez avoir un certain nombre de points d'articles. Et donc les médecins chinois qui n'ont pas le temps font écrire des articles par des boîtes, ça s'appelle les paper mills, c'est des articles qui sont faux. On estime à peu près à 5% de la littérature scientifique, c'est paper mill. Nature, alors c'était Nature qui avait, je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Il y a 2 ans de ça, Nature avait sorti un édito assez intéressant sur le sujet. Et pour moi, le point SIGAP peut mener à ça. C'est un risque, en fait, les points SIGAP. Alors le risque, troisième risque, c'est ce qu'a fait Raoult, mais comme ça a été expliqué en long, en large, en travers, je ne vais pas venir là, mais le deuxième risque pour moi, c'est ça, de publier tout et n'importe quoi, et en Chine on publie les paper mill. Alors apparemment il n'y en a pas beaucoup qui sortent de France, il n'y en a pas d'ailleurs, c'est surtout Russie, Iran, Inde et Chine qui sortent des paper mill, mais on n'est pas à l'abri, à dire vrai. On n'est pas à l'abri, donc il faut quand même faire attention à ça. Alors moi, j'ai une solution, je propose un truc depuis quelque temps, c'est de créer administrativement dans les universités, dans les instituts de recherche, une section, une administration qui va vérifier tous les papiers qui vont sortir. C'est avant d'envoyer un publisher, on envoie à cette administration qui va regarder si le numéro de licence est correct, si le nombre de patients est correct, parce qu'eux, ils auront accès aux données brutes puisque c'est interne à l'institut ou à l'université. Donc ils vont faire un premier check, et ensuite le papier sera envoyé à un éditeur. Et je crois que si on crée ces sections-là de vérification dans les instituts et les universités, on aura beaucoup moins de fraude scientifique, on aura des papiers de meilleure qualité, des papiers qui auront été vérifiés avant. Et je pense que c'est important. Alors on peut mettre la faute sur les publishers, on peut mettre la faute sur les chercheurs. Je pense que les deux sont comptables des erreurs et les deux sont comptables des fraudes scientifiques et de l'absence de vérification. Mais si on crée un échelon intermédiaire dans les instituts et les facultés, je pense qu'on va résoudre un certain nombre de problèmes. Voilà les quelques réflexions que je voulais faire sur la vidéo de Doc 'n' Roll de Nance, et je vous invite à la voir. Et je félicite d'ailleurs, parce que je sais qu'il reviendra la vidéo de Nance pour son papier dans Circulation, qui est vraiment un très très bon journal. Je vous dis à très bientôt. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ma proposition et ce que vous pensez de ma vision des points SIGAP, parce que tout aussi bien je veux un plan de complet. Et ça peut être intéressant d'en parler. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager surtout les vidéos pour que la chaîne ait plus de visibilité, et aider financièrement la chaîne, soit via les abonnements payants sur YouTube, ou les super chats sur les vidéos short, soit via Utip. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.